Trump, I invite you to Ukraine, to Kyiv. So if you can stop the war during 24 hours, I think it will be enough to come. Maybe Donald Trump really has some idea, a real idea, and he can share it with me. Le président Zelensky, la semaine dernière, en parlant à Davos, est-ce que c'est son sens de l'humour qui est ressorti dans cette déclaration en disant « Monsieur Trump, vous avez une solution pour la guerre en Ukraine, ça pourrait se résoudre en 24 heures, bien, venez donc me donner votre solution. » En fait, c'est assez provocateur parce que l'ancien président américain avait dit qu'il pourrait régler la guerre en Ukraine en 24 heures. Mais plusieurs républicains au Congrès veulent fermer le robinet de l'aide à l'Ukraine, hein, notamment lorsqu'il a été question d'aider à la fois l'Ukraine et à la fois Israël. Le président Biden, dans un discours à la fin de l'année, avait dit qu'il fallait unir les deux pays dans le soutien que les États-Unis veulent apporter. Et par contre, Trump, lui, à maintes reprises, a dit qu'il envisagerait un retrait des États-Unis de l'OTAN. Et c'est pas rien pour les conséquences de l'ordre international. J'en parle avec Frédéric Méran, directeur du département de sciences politiques de l'Université de Montréal et spécialiste de ces questions-là. Bonsoir, Frédéric Méran. Bonsoir. On vient de parler avec Frédéric Gagnon. Bon. Est-ce que c'est une fatalité pour vous, analyste de la géopolitique, que l'élection de Trump pour l'ordre international? L'élection de Trump, je ne sais pas si Donald Trump va gagner. Ça, Frédéric Gagnon est mieux placé que moi pour le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la dernière année d'une présidence, comme celle de Joe Biden en ce moment, c'est souvent un moment où on attend des grands gestes sur le plan de la politique internationale de la part d'un président américain. Là, le problème, c'est que plus les gens s'attendent à ce que ce soit Donald Trump qui soit le prochain président, moins la parole de Joe Biden aura de crédibilité sur la scène internationale, puisque les engagements qu'il pourrait prendre seraient éventuellement détricotés par Donald Trump. Donc, c'est effectivement un problème sur la scène internationale que d'attendre une présidence Trump, qu'elle advienne ou non. Ils le sont déjà un peu, hein, de la manière parce que la Chambre républicaine est majoritaire et les 64 milliards que M. Biden avait promis à l'Ukraine, c'est pas demain la veille qu'ils vont recevoir le chèque, là. Sur l'enjeu de l'Ukraine en particulier, il est certain que Biden ou Trump, la température a beaucoup changé au Congrès et s'il y a de l'argent pour l'Ukraine, ce sera dans le cadre, comme vous l'avez mentionné, d'un deal plus général où il s'agirait surtout de soutenir Israël. Donc, ce n'est pas une bonne nouvelle pour les Ukrainiens. Et ça nous ramène à cette promesse de Trump de se retirer de l'OTAN. C'est pas si simple que ça que de se retirer de l'OTAN. Et que serait l'OTAN sans les Américains? Pas grand-chose, parce qu'effectivement, les Américains sont à l'origine de la création de l'OTAN et sont la principale puissance militaire et le plus gros contributeur de force à l'OTAN, mais aussi celui qui dépense le plus en matière de dépenses militaires. Donc, l'OTAN sans les États-Unis, c'est l'Union européenne plus le Canada, donc c'est pas très crédible. Mais Donald Trump a toujours eu un discours assez intéressant. Il dit souvent vouloir menacer l'OTAN, donc il remet en question finalement la crédibilité de l'OTAN en disant que peut-être les États-Unis ne se porteraient pas au secours des autres pays de l'OTAN s'ils étaient attaqués. Donc ça, c'est remettre en question l'identité même de l'OTAN. L'article 4 ou 5? L'article 5, exactement, de défense collective mutuelle. Mais Donald Trump souvent dit, il l'a dit encore récemment, en fait, c'est comme ça que j'obtiens des Européens qu'ils dépensent davantage pour leur propre défense. Il le présente un peu comme une façon de les amener à augmenter leurs dépenses militaires. Et il y a certains acteurs en Europe, certains dirigeants, notamment en France et aux Pays-Bas, qui sont un peu d'accord avec Donald Trump, c'est-à-dire qu'ils disent, regardez, les Européens doivent être en mesure d'eux-mêmes organiser leur propre défense, de venir, par exemple, en soutien à l'Ukraine, parce que nous ne pourrons pas toujours compter sur les États-Unis. Donc, il y a une espèce de souk à la corde entre les deux. Ça, c'est l'autonomie stratégique européenne. Mais en même temps, ça ne donne pas des garanties de paix au bout, là. Non, et les pays qui sont les plus inquiets d'une présidence Trump, ce sont évidemment les pays à l'Est, des pays comme la Pologne, les pays baltes, parce que pour eux, la véritable défense territoriale face à la menace russe, elle ne peut provenir que des États-Unis, pas de la France ou du Royaume-Uni. Nikki Haley, qui est encore en liste, peut-être jusqu'à demain ou après-demain, ou quand on verra, mais elle a toujours plaidé, même dans les débats où Trump était absent, de dire notre politique étrangère devrait permettre, il faut aider l'Ukraine, parce que aider l'Ukraine
Puis, en fait, être membre de l'OTAN, ça veut dire sauver la vie de soldats américains qui n'auront pas à aller se battre sur le terrain. Et cet argument-là ne semble pas porter fruit, en tout cas pour Nikki Haley. Non, le Parti républicain est véritablement divisé sur les questions de politique étrangère. Nikki Haley représente la frange plus traditionnelle du Parti républicain. Il y avait certaines personnes issues de cette frange-là qui étaient autour de Donald Trump pendant son premier mandat. Ce sont des gens qui pensent que la Russie est une menace, l'OTAN est un moyen de défendre les alliés européens contre cette menace et donc les États-Unis doivent rester engagés, y compris auprès de l'Ukraine. Donald Trump, par rapport à cette position-là, est vraiment en porte-à-faux puisque lui pense que la Russie n'est pas une menace et donc l'Ukraine est un puits sans fond qui mine la sécurité américaine. Alors, j'arrivais à la Russie, justement, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui justifie les liens d'admiration ou de proximité entre Trump et Poutine, mais ça fait partie de la menace, je dis entre guillemets, que ferait courir Trump à l'ordre international avec ce rapprochement ou cette admiration qu'il voue à Poutine, étant donné les visées de Poutine, notamment sur l'Ukraine. Oui, il y a beaucoup de sujets internationaux sur lesquels il est encore difficile aujourd'hui de savoir exactement ce que Donald Trump veut. Je pense par exemple à Taïwan. Mais sur le cas de l'Ukraine, il a toujours été très explicite. Il pense que ça ne sert à rien de soutenir l'Ukraine. Il a effectivement des rapports très proches avec Poutine. Il en admire probablement le caractère d'homme fort. Mais donc ça, c'est sûr que c'est un des rares enjeux internationaux où on est à peu près certain de ce que ferait Donald Trump, c'est-à-dire qu'il lâcherait l'Ukraine et une bonne partie du Parti républicain qui contrôle donc la Chambre des représentants, semble être derrière lui. Et de manière plus élargie, Trump a dénoncé l'accord avec l'Iran. L'Iran est en toile de fond de ce qui se passe entre Israël et le Hamas, les Houthis au Yémen, le Hezbollah. Donc, Trump versus donc cette situation-là vis-à-vis de l'Iran et tout ça, qu'est-ce que ça donne? Oui, bien ça, c'est l'autre sujet sur lequel on peut avoir une assez bonne idée de ce que Trump ferait. Sa position est, bon, d'abord, elle est pro-Israël, très fortement, comme le Parti républicain. Donc, un président Trump, on s'attend à ce qu'il... Comme Biden aussi. Mais oui. plus que Biden. C'est-à-dire que Biden ménage est considéré comme pro-israélien, mais aussi des mots qui sont... il est favorable aux deux États. Mais c'est sûr qu'il a une position qui est plutôt pro-israélienne. Mais avec Donald Trump, je pense ce serait un saut qualitatif, là, comme il l'a démontré pendant sa première présidence. Et évidemment, ça veut dire aussi des relations très hostiles à l'endroit de l'Iran. Il a aussi été très explicite à ce sujet. Mais aussi, il faut ajouter un autre pays dans la région, très proche de l'Arabie saoudite. Donc, pendant son premier mandat aussi, il avait des rapports avec l'Arabie saoudite. Ce sont quand même des sujets sur lesquels c'est plus difficile de voir exactement quelle serait sa stratégie. Oui, écoutez, alors, bref, c'est une menace pour l'ordre international ou pas? Une chose là-dessus, c'est-à-dire qu'on a été très rassurés d'une certaine manière par le premier mandat de Donald Trump parce que il n'a pas, par exemple, initié de guerre. Ça a été le premier président américain à ne pas initier de guerre et il n'a pas fait grand-chose finalement. La question, c'est de savoir si le Trump 2 sera de même acabit que le Trump 1, c'est-à-dire qu'il arrive dans un monde où les relations internationales se sont beaucoup dégradées, beaucoup plus de tensions, beaucoup plus de conflits, et lui-même est aussi un homme transformé qui va être en plein contrôle s'il devient président de son administration. Donc, dans ce sens-là, c'est un monde plus inquiétant, oui. Merci beaucoup, Frédéric Méran. C'était absolument passionnant. Merci. Merci, bonne soirée. À bientôt.